Alors, la rue du Corbeau. J'ai pensé que pour faire la rue du Corbeau, il fallait remonter assez loin. Et on va toujours prendre le même point de départ, on va prendre le plan Terrier, 1782. La rue du Corbeau, je pense que pour les gens qui n'habitent pas le Cateau, vous connaissez un peu où se situe la rue du Corbeau. Elle est sur la rue de Landrecy, hein, là où il y a le pont du chemin de fer. Sur le côté, vous avez la rue du Corbeau qui monte là où on fait la brocante. Et avant le pont du chemin de fer, sur la gauche, vous avez le vieux chemin de Landrecy. Le vieux chemin de Landrecy qui s'est également appelé le vieux chemin du Pomereuil parce que la route du Pomereuil qu'on trouve en haut de la route de Bazeul n'existait pas et pour aller au Pomereuil, il fallait passer par ce vieux chemin de Landrecy, vieux chemin du Pomereuil. Le plan Terrier de 1782 nous donne la rue de Landrecy. Vous aurez ici le pont avec la ligne de chemin de fer. Vous avez la rue des Hurets et vous avez le vieux chemin de Landrecy qui nous mène, bien entendu, direction le Pomereuil et Landrecy. Sur ce plan Terrier, à cette époque-là, vous voyez, il y a très très peu de maisons. On en a juste une qui fait l'angle de la rue de Landrecy et du Vieux Chemin, deux autres maisons et un coron de maisons qui se trouve à cet endroit-là. De 1782 à 1825, on ne trouve pas de documents. Le cadastre suivant, c'est le cadastre de 1825, qui ne nous amène pas énormément de choses en plus. En fait, le cadastre de 1825, il nous amène une autre maison ici, voilà, une très grande maison qui va se trouver là, une toute petite maison qui va se trouver ici, et ici, un four à chaud. Alors, ce four à chaud, bien sûr, il a disparu, mais l'extraction se faisait dans cette région. L'extraction du calcaire se faisait dans cette région. Si bien qu'actuellement, dans la rue du Corbeau, actuellement, où habite M. Gobain, M. Gobain, dans son jardin, est 7 à 8 mètres plus haut que son voisin, M. Gibault, qui se trouve à la maison d'avant. Pourquoi? Parce que M. Gibault a bâti sur la carrière qui est en activité, donc sur la partie qui a été enlevée, et M. Gobain, lui, habite en haut sur la partie qui n'avait pas encore été extraite. On voit très très bien les traces, on voit très très bien la différence de niveau, à la limite, franchement, on a une descente tout à fait à la verticale. Donc le four à chaud est bien mentionné ici sur le cadastre 1825, et donc on a les traces en fait de l'extraction qui sont produites. Il faut savoir que là on est dans les terres labourables. Il n'y a pas de ligne de chemin de fer, il n'y a rien, donc tout est fait un petit peu pour pouvoir justement extraire. On a également une carrière qui se trouvait tout en haut de la rue de Landrecy, là où il y avait les Ukrainiens, juste derrière, où l'école s'est effondrée. Donc est-ce qu'on allait extraire et qu'on venait traiter également cet endroit-là? Bon, c'est tout à fait possible. Alors, la modification du paysage, en fait, ça a été la création de la ligne de chemin de fer de Valenciennes à Le Cateau, ou Le Cateau-Valenciennes. Puisqu'on est au Cateau, on va mettre Le Cateau en premier, on va dire Le Cateau-Valenciennes. Et cette ligne de chemin de fer va évidemment amener un très gros chamboulement. Alors, elle va se situer comme ça, voilà. On va, bien entendu, construire un pont pour la ligne de chemin de fer, mais on s'aperçoit que le vieux chemin de Landrecy est coupé par cette ligne de chemin de fer. On pourrait très bien y mettre un passage à niveau, puisque c'est ce qu'on a fait finalement à la barrioleuse, puisque vous avez une barrière rouleuse, la barrioleuse. Mais on se trouve ici, dans un encaissement, il a fallu creuser. À cet emplacement à peu près, on est déjà à facilement une bonne dizaine de mètres de haut également. On a tout simplement modifié le vieux chemin de Landrecy. Voilà, et on a créé la rue du Corbeau. Voilà, voilà un petit peu la naissance de la rue du Corbeau, voyez-vous, qui a été complètement changée. Donc le vieux chemin de Landrecy, lui, a été supprimé, c'est-à-dire il est complètement barré. L'accès, simplement ici, il y a un truc pour aller sur le pré qui se trouve ici. La rue du Corbeau, elle a été construite entièrement.
Donc, à l'époque de la ligne de chemin de fer, c'est-à-dire que le secteur de chemin de fer de Solesmes à Leucatteau a été inauguré en octobre 1883. Alors, immanquablement, bien sûr, la rue du Corbeau date d'un tout petit peu avant. Hein, on n'a pas fait la ligne, couper la route et puis faire cette route-là après. Les gens, il fallait bien qu'ils passent. Donc, ce tronçon a été fait certainement en priorité. Et puis ensuite, la ligne de chemin de fer a été réalisée. On n'a pas la date exacte, mais enfin, c'est les conséquences de la construction de cette ligne de chemin de fer. Le projet datait de 1869, c'est-à-dire qu'en 1869, la compagnie de chemin de fer de Saint-Quentin a informé le conseil municipal de son intention de créer une voie ferrée reliant Leucatteau à Valenciennes. Et c'est en 1883 seulement que le premier tronçon, à cause des réclamations de la municipalité, parce que le premier tronçon était fait depuis de nombreuses années, et la compagnie de chemin de fer attendait que la totalité Leucatteau-Valenciennes soit faite. Alors que puisqu'on pouvait circuler, les wagons, les trains amenaient déjà des marchandises sur Solesmes, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser au moins ce tronçon. Donc la totalité, on n'a pas la date, on n'a que ce tracé Leucatteau-Solesmes. Alors ensuite, on verra apparaître seulement en 1891 une station qui va se situer ici, voilà, que l'on appelle la halte. Voilà. Alors donc la halte, elle est apparue en 1891. Monsieur Durin nous dit qu'en 1897, on comptait en moyenne 20 000 voyageurs par an qui passaient ici à la halte. Alors, ça a été un très gros débat, une bataille de chiffres, parce qu'en fait, les usagers et la municipalité avaient demandé à la compagnie du chemin de fer de créer un abri pour les gens qui prenaient le train à la halte. Et la compagnie de chemin de fer a fait un sondage, et elle s'est aperçue qu'il n'y avait que 14 000 voyageurs an, et que pour 14 000 voyageurs, ça ne justifiait pas de faire un abri. Et demandait à la ville de prendre en charge le coût, qui était de 60 000 francs, pour réaliser cet abri. Une étude a été faite très sérieuse par le conseil municipal, et il s'est rendu compte que, à la halte, vous preniez des billets aller, pas de billets retour. Donc immanquablement, ça ne pouvait pas rentrer dans la comptabilité. Si vous aviez des bagages à enregistrer, vous étiez obligé d'aller à la gare de Leucatteau pour enregistrer vos bagages. Vous en profitiez pour prendre votre billet. Hein, vous voyez? Donc ce qui fait que tout additionné, puis en exagérant un petit peu, parce qu'en conclusion, on était arrivé à 50 000 voyageurs. Hein? Bon, vous voyez, je ne sais pas si c'était les habitudes cartésiennes, puisque au village, quand il y avait une fête, il y avait 200 000 tartes. Hein? Alors que là on arrivait à 50 000 voyageurs. Bref, toujours est-il que pendant de très nombreuses années, ça a été un combat pour avoir cet abri. C'est arrivé sur le bureau du ministre, et le ministre qui a classé l'affaire. Hop, affaire sans suite. Donc voyez-vous, finalement, on n'a pas eu notre halte. Dans ce secteur, puisque maintenant il était bâti, il était construit, les maisons ont commencé à se bâtir, donc vous avez toute une rangée de maisons qui s'est bâtie, et ça s'arrête là. On a ici l'entrée de chez monsieur le menuisier, monsieur Gibaud. Voilà, donc on a ici l'entrée de chez monsieur Gibaud qui arrive ici comme ça à peu près, et puis après ici, pour aller chez monsieur Gobain, on va arriver ici. Vous voyez, là, il y a plusieurs propriétés, là. Et la différence de niveau, que je vous disais, elle se trouve ici. Alors, pourquoi cette série de maisons, simplement, et qu'après, on n'a plus de maisons, vous voyez, on n'a plus que des propriétés? Ben, tout simplement parce que il s'est construite une teinturerie, blanchisserie, dans ce secteur ici, sur à peu près une bonne centaine de mètres, et sur pratiquement 200 mètres de long, hein, qui portait le nom de Port Arthur.
Je ne sais pas si des gens ont souvenance de ce... Comment? La maison de M. Étienne de Grémont, on l'a toujours appelée. La maison de M. Étienne de Grémont, c'est toujours appelé Port Arthur. Oui. Donc c'est un petit peu, c'est la dérivation de Port Arthur pour cette... mais le Maroc, on appelait le Maroc, oui, le Dahomey, oui. C'était toutes les conquêtes coloniales. Bah ça, Port Arthur, c'est une ville du Mandchourie qui a été donnée au Japon en 1907. Donc c'est un effet de la guerre russo-japonaise, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Alors, cette usine, elle possédait un sous-sol pratiquement dans sa totalité, un rez-de-chaussée et un étage. Et il y avait une énorme machine à vapeur qui se trouvait dans le bout des ateliers. Pour les gens qui ont déjà eu l'occasion de voir la maison de M. Desgremont, parce qu'il laissait toujours son portail ouvert et quand on se promenait à pied, on voit toujours la grande allée qui se trouve dans le fond. La petite maison qui est tout à fait dans le fond, juste au bout de l'allée, cette petite maison-là qui a été, dans ces derniers temps, utilisée par Mme Desgremont, c'est la maison du concierge de Port Arthur. C'est un reste de concierge de Port Arthur. Voilà, en fait, on sait maintenant... Alors, comme M. Desgremont a racheté la totalité, bon, il a rasé, je ne sais pas s'il a comblé les sous-sols ou s'il ne les a pas comblés en totalité, hein, je ne saurais pas trop vous dire. Mais comme il a racheté la totalité, évidemment, le coron de maison s'est stoppé à l'endroit où il a bâti. Il a fait sa maison ici, et puis ensuite, les autres maisons qu'il a fait construire. À la halte, on avait un café. Juste en face de la halte, vous aviez également un café. La maison de M. Bombard, c'était un café. Alors, la halte était tenue par Mme Descamps, qui gérait un petit peu le truc. Le café ici en face, c'était M. Baudouin. Et puis on avait le troisième café qui se trouvait ici, dont vous verrez sur des briques, sur des carrelages de chez Simons, où on voit, c'est marqué le Bois de Boulogne. La teinturerie, elle a été détruite en 14-18. En 14-18, elle a été complètement rasée, complètement entre guillemets, puisque 39-45, les Allemands l'ont réutilisée, s'en sont servis. Et également, pendant la période de guerre, 39-45, elle a fonctionné en partie, donc il y avait quand même des ateliers qui pouvaient encore fonctionner, il y avait un métier qui avait été installé, où on faisait de la ganse balayeuse. Vous savez ce que c'est que cette ganse balayeuse, mesdames? C'est simplement cet ourlet que l'on mettait au bas des robes qui traînait au sol pour servir de balayette. Vous voyez? Bon. Vous voyez, j'en apprends moi des choses en préparant les rues, hein, je vous assure. Hein, maintenant, je suis fort. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on peut donner un petit peu sur cette rue. Par contre, de ce côté-ci, par rapport au plan terrier, quand vous regarderez, si vous vous placez ici pour regarder, vous apercevrez qu'on n'est pas en alignement, mais qu'une série de maisons a été bâtie ici. Voilà. Et ici, une maison, on voit sur le plan 1895 une première maison, donc sur celui-ci, je ne vois qu'une seule maison, mais après, on a quelques maisons qui ont été rebâties ici sur le côté. Vous voyez, c'est un petit peu les modifications qui se sont amenées. D'ailleurs, maintenant, quand on regarde, on voit très bien qu'on a un décalage. Pourquoi tu avais les haras nationaux, hein? Alors, les haras nationaux se trouvaient ici. Vous aviez le passage et vous aviez le bâtiment des haras nationaux qui se trouvait ici. Hein. Et des maisons de la Guadelouchère après. Voilà. Alors, pourquoi la rue du Corbeau? Alors, pour savoir le pourquoi de la rue du Corbeau, il faut sortir des frontières du Cateau. C'est-à-dire que vous prenez la rue du Corbeau, le vieux chemin de Landrecy, vous passez, ici vous avez une antenne, un pylône avec une antenne, ici vous avez la cavée Marie-Prince qui vous ramène à la Barioleuse. Si vous passez tout droit, vous allez descendre au Bois des Villets, c'est-à-dire vous passez la rivière,
et vous avez la ferme qui se trouve en bas, au bois des Villers. Pour les gens qui ont fait la visite du Pomeroy, c'est là que se trouve la porte de Landrecy en pierre bleue qui a été récupérée à la ville de Landrecy pour être remontée à l'entrée de cette ferme-là. Signale en passant que la Rivierette, la rivière Le Richemont, c'est la frontière Le Cateau-Le Pomeroy. Sur toute sa longueur, y compris sur l'autre route, la limite du Pomeroy avec Le Cateau, c'est la Rivierette. Quand vous êtes à cette ferme, vous remontez en direction du Flaquet, et arrivé tout en haut de la côte, vous avez une maison et une ferme qui se trouve juste derrière. Cette ferme qui se trouve juste derrière, c'est la ferme du Corbeau. Voilà, que l'on trouve sur les cartes militaires, toujours en repère, ferme dite Le Corbeau. Pourquoi l'habitant à un moment, l'habitant qui est resté là, il s'appelait l'Hirondelle? C'est la maison d'avant, la maison d'avant. C'est la maison d'avant. C'était un personnage folklorique du Cateau, hein, l'Hirondelle, ouais. L'Hirondelle. Il était en vélo, puis après. Un bouquet de fleurs pour les dames. Il y a toujours un bouquet de fleurs et le casque. Même en voiture, il avait le casque de vélo. Hein, c'était le vrai folklore. Mais il habitait la maison juste avant la ferme. Mais je suis allé voir M. Carpentier pour avoir un peu plus d'informations sur la ferme du Corbeau. Bon, il me dit on n'en a pas. Hein. C'est la ferme du Corbeau. On n'a jamais trouvé pourquoi la ferme du Corbeau. Mais par contre, il existe encore actuellement un habitant du Pomeroy, né à la ferme du Corbeau, qui porte fièrement le nom du Corbeau. C'est-à-dire que si vous lui dites c'est toi le Corbeau, ouais, c'est moi, il n'y a pas de problème. Je suis né là-bas, je suis le Corbeau. Je m'excuse, mais sais-tu que la ligne de Valenciennes a été prévue pour être double? Alors vous regarderez, vous allez voir un peu sur les documents que je vais vous amener, que j'ai eu à André. Alors ces documents nous font voir Madame Descamps, hein, donc, sur le quai de la gare, et derrière c'est... C'est son fils. C'est son fils. Allons-y, on peut les passer. Hein. Alors vous avez le passage d'un train à la halte, et puis quand vous verrez la maison de la halte, hein, vous regarderez derrière, vous avez toutes les ruines des bâtiments de Port-Arthur. Donc on voit très bien la situation, on voit très bien que Port-Arthur se trouvait précisément à cet endroit-là. Hein. On a le document est là pour nous le faire voir quand même. Alors, à propos de ce pont, vous pouvez le constater encore actuellement, si vous arrêtez au pont de Landrecy, vous vous apercevrez que les deux murs de soutènement sont assez larges pour contenir un deuxième pont. Hein, il y avait un deuxième parapet qui était prévu pour le recevoir. Et d'ailleurs, sur les cartes postales, toujours prises par Dédé, notamment sur celle qui se trouve ici en bas à gauche, vous verrez que le mur peut recevoir un deuxième parapet. Donc vous avez une carte postale actuelle et les cartes postales anciennes, vous verrez aussi que le pont était beaucoup plus court. Il était très étroit. Et bien sûr, en 14-18, puisqu'il a été complètement démoli, ils en ont profité pour le mettre à la largeur de la route. On oublie encore une chose qui me revient, c'est que derrière Port-Arthur, il y avait un terrain de football qui a dû servir après la guerre 14, quand celui d'en bas était complètement démoli. Et après la guerre, et pendant la guerre 40, avec les écoles, on allait à ce terrain de football-là. Et il y avait un bâtiment pour se déshabiller. Alors ce terrain de sport se trouvait, il faut rentrer, là où ils ont bâti les Hauts de Richemont, là où ils ont fait il faut entrer en face pour arriver derrière avec le terrain de sport. Exactement. Et si on sort un petit peu également de ce secteur-là, la dernière maison à droite au bout c'est une ferme, à cette ferme-là il y avait une briqueterie également. Donc, vous voyez que ce petit morceau de rue, pas très grand et qui paraît calme, il a quand même eu sa période de grande activité quand même. Hein. On a toujours l'impression que bon, la rue elle est restée calme, en fait non. Hein. Bon ben voilà, hein, pour moi cette rue est terminée. Alors ce que je voudrais vous demander également, ce qui serait intéressant, c'est si vous avez dans vos greniers, comme Mme Grand-Clodon l'a fait, et je l'en remercie beaucoup, si vous avez dans vos greniers de très très vieilles factures qui datent de vos grands-pères, parce qu'il y en a encore dans les greniers, hein, et ces factures-là, moi je les regroupe et je les utiliserai rue par rue au moment où on fait la rue,
Ce sera intéressant qu'on puisse ensuite repasser les photocopies. On vous restitue si vous voulez les garder, les documents, mais on fait de la photocopie et puis on peut les passer. Ça vous rappellera, vous, certains commerces qui existaient et qui n'existent plus, quoi. Ça ramènera un petit peu d'image, un petit peu à l'histoire. Voilà. Chers amis, bonsoir. On est en 1835 et Louis-Philippe est notre bon roi. Le pays, cependant, est secoué par d'incessantes agitations entre républicains, royalistes, carlistes, bonapartistes et francs-maçons. Un défilé militaire prévu le 1er mai est remis au 28 juillet par ordre du roi. Il va passer en revue sa garde nationale, place de la Bastille. C'est le jour choisi par 3 conspirateurs pour monter un attentat contre le roi. Le meneur est un Corse mégalomane du nom de Fieschi. Depuis février, il prépare une machine à tuer inspirée par Léonard de Vinci 3 siècles plus tôt. Connaissant l'itinéraire royal, il recherche une maison tranquille sur le parcours sans vis-à-vis. Leur choix se porte sur une discrète masure du boulevard du Temple au numéro 50. En plus, elle offre la possibilité de fuir après l'attentat. Pour financer leur projet, ils font appel au milieu républicain. Ils louent l'appartement du 2e étage et achètent du bois et 25 vieux canons de fusil chez un ferrailleur. Le 28 juin, la machine est prête à fonctionner. Un mois plus tard, le 28 juillet, le cortège sort des Tuileries et commence à s'étirer tout au long des boulevards et avenues qui mènent à la Bastille. Il fait chaud et le maréchal Mortier, invité à la cérémonie, est légèrement souffrant. Cependant, il se décide à faire partie du défilé. Le roi est en tête du cortège, il est suivi de ses 2 fils, le duc d'Orléans, le duc de Nemours, et derrière arrive le maréchal Mortier et toute la suite des convives. La zone du boulevard Saint-Martin, une des plus chaudes de Paris, est parcourue sans encombre. Le roi progresse au milieu des applaudissements. La garde nationale fait la haie d'honneur tout au long du parcours. À la hauteur du 50 du boulevard du Temple, c'est un crépitement rapide de balles suivi d'un panache de fumée épaisse qui fauche une partie du cortège. Mais la mise à feu a été trop tardive et le roi et ses 2 fils sont épargnés de justesse. Ils foncent au galop vers l'avant et le roi s'écrie « Me voilà » et la foule, en délire, crie « Vive le roi ». Derrière, la fumée se dissipe. Les victimes apparaissent à la lumière. Le maréchal Mortier, qui est resté en selle quelques secondes, s'est écroulé, touché à mort, par une balle dans la tête à la hauteur de l'oreille gauche. D'autres militaires jonchent le sol, mais aussi de pauvres victimes civiles, innocentes, des commerçants, des ouvriers, un vieillard et même une fillette de 12 ans. En tout, une 40aine de victimes, morts ou blessés plus ou moins graves. Le roi a continué à passer ses troupes en revue jusqu'au jardin Beaumarchais. La garde nationale, sur son passage, crie « À la vie, à la mort, vive le roi, vive le roi ». Revenant sur ses pas, il s'arrête sur les lieux de l'attentat. On y relève les dernières victimes. Devant le corps inanimé du maréchal Mortier, il murmure « Pauvre maréchal ». Le cortège repart vers la place Vendôme. Le roi rendra visite à la veuve du maréchal Mortier, qui a été ramenée à l'hôtel de la Légion d'honneur. Mais que s'est-il passé le 50, au 50 du boulevard du Temple, au moment de l'attentat? À l'instant de la mise à feu, des 25 canons, 2 d'entre eux, plus faibles ou plus chargés en poudre, explosent, blessant Fieschi au visage et aux mains. Et c'est ensanglanté qu'il quitte l'appartement par les toits
pour atterrir dans la ruelle des fossés du Temple. Il est vite repéré par la foule et pourchassé. Un garde national de ceinture et l'interne au poste de la rue du Château. Il avoue facilement et glorieusement ses crimes. Jugés par la suite avec ses deux complices, ils seront tous les trois condamnés à la guillotine et exécutés en public à la barrière Saint-Jacques le 19 février 1836. Il avait 46 ans. Revenons en arrière. Le 5 août 1835 ont lieu les obsèques des victimes de Fieschi. Les cercueils sont exposés sur un même catafalque en pyramide, le sommet coiffé par le long cercueil du maréchal Mortier. Une foule nombreuse de Parisiens leur rendront les hommages. Le maréchal Mortier avait 67 ans. Merci, bonsoir.